Imaginez que vous rencontrez enfin la personne idéale. Que ce soit un nouvel ami, un partenaire ou un mentor, cette personne semble posséder une compréhension presque surnaturelle de vos besoins. Elle vous écoute avec une intensité rare, elle valide vos rêves, et pour la première fois, vous avez l'impression d'être véritablement vu. C'est grisant, presque addictif, mais soudain, sans prévenir, le climat change. Un mot de travers, une réussite personnelle dont vous êtes fier, ou un simple besoin d'indépendance, et le masque se fissure. Le regard chaleureux devient froid, le soutien se transforme en critique acide, et vous vous retrouvez plongé dans un brouillard de culpabilité, vous demandant ce que vous avez bien pu faire pour briser ce lien si parfait. Ce que vous venez de vivre n'est pas une simple dispute, c'est l'entrée dans le champ gravitationnel d'un narcissique profond. Selon Robert Greene, nous sommes tous nés avec un besoin vital d'attention, c'est ce qu'il appelle le narcissisme primaire. Mais là où la plupart d'entre nous apprennent à diriger cet amour vers les autres par l'empathie, certains restent bloqués dans une boucle sans fin, où les autres ne sont que des miroirs destinés à refléter leur propre grandeur. Pour comprendre la loi du narcissisme, il faut d'abord accepter une vérité dérangeante, nous sommes tous narcissiques. Nous avons tous besoin de nous sentir importants, aimés et admirés. C'est un mécanisme de survie. Sans un certain degré de narcissisme sain, nous n'aurions aucune estime de nous-mêmes et nous serions incapables de poursuivre nos ambitions. Mais Robert Greene nous invite à voir le narcissisme comme un spectre, une échelle allant du niveau sain au niveau pathologique. À l'extrémité saine, vous trouvez des individus qui ont une base solide de confiance en soi mais qui sont capables de sortir d'eux-mêmes pour se mettre à la place d'autrui. À l'autre extrémité se trouvent les narcissiques profonds. Pour ces individus, l'image qu'ils projettent est devenue plus réelle que leur être véritable. Ils sont comme des navires sans ancre, obligés de puiser constamment de l'énergie et de la validation chez les autres pour ne pas sombrer dans un vide intérieur terrifiant. Le narcissique profond possède un radar social extrêmement sophistiqué. Au début d'une relation, il utilise ce que l'on appelle le bombardement affectif. Il vous étudie, repère vos failles et vos désirs les plus secrets, puis les reflète avec une précision chirurgicale. Si vous manquez de confiance en vous, il sera votre plus grand fan. Si vous cherchez l'aventure, il sera votre compagnon de route le plus audacieux. Cette phase est une phase de capture. En vous faisant sentir spécial, il s'assure que vous devenez dépendant de son approbation. C'est ici que le piège se referme, car pour le narcissique, cette attention qu'il vous donne n'est pas un don, c'est un investissement. Il attend un retour sur investissement total, votre loyauté absolue, votre admiration constante et surtout, votre soumission à ses besoins. Le drame de cette dynamique est que vous ne tombez pas amoureux d'une personne, mais du reflet de vous-même qu'elle vous renvoie. Pourquoi sommes-nous si facilement séduits par ces profils? Parce que le narcissique comble un vide en nous. Dans un monde de plus en plus fragmenté et solitaire, quelqu'un qui semble nous accorder une attention totale est une rareté précieuse. Nous voulons croire à l'illusion. Nous ignorons les signaux d'alarme, ces fameux drapeaux rouges, car la drogue de la validation est trop forte. On remarque pourtant des détails, la façon dont il parle de ses anciens partenaires avec mépris, son besoin d'être le centre de l'attention en public, ou sa difficulté à se réjouir sincèrement pour quelqu'un d'autre. Robert Greene explique que le narcissique vit dans un état de siège permanent. Comme il n'a pas de moi intérieur solide, la moindre critique, même constructive, est vécue comme une agression mortelle. C'est ce qui déclenche la rage narcissique, ce froid soudain ou cette colère disproportionnée qui vous laisse pétrifier. La loi du narcissisme de Greene nous enseigne que nous ne pouvons pas soigner ces personnes. Nous ne pouvons pas les changer par l'amour ou la patience, car leur structure mentale est construite pour rejeter toute remise en question. La première étape pour ne plus se faire manipuler est de retirer nos lunettes roses et de voir la dynamique pour ce qu'elle est, une quête de pouvoir, pas une quête de connexion. En comprenant que leur comportement ne dépend pas de ce que vous faites, mais de ce qu'ils sont, vous commencez à briser les chaînes de la culpabilité. Vous réalisez que vous n'êtes pas le problème, vous êtes simplement la source d'approvisionnement actuelle. Dans la prochaine partie, nous plongerons dans le manuel de jeu du narcissique profond pour identifier les tactiques précises qu'il utilise pour éroder votre réalité et prendre le contrôle de votre esprit. Vous apprendrez à repérer le test de l'empathie et à comprendre pourquoi le narcissique a désespérément besoin que vous restiez petit pour qu'il puisse se sentir grand. Une fois que le narcissique profond a réussi l'étape de la capture, une phase beaucoup plus sombre commence, celle de la dévaluation.
Robert Greene explique que pour maintenir sa position de supériorité, le narcissique doit s'assurer que vous perdez votre autonomie. Il ne peut pas supporter que vous ayez une source de bonheur ou de validation qui ne vienne pas de lui. C'est ici que les tactiques deviennent subtiles, presque invisibles au début. Cela commence par des petites remarques déguisées en humour, des critiques sur vos amis, votre famille ou vos compétences professionnelles. Le but est de créer un isolement progressif. Le narcissique veut devenir votre unique boussole morale, votre seul juge de ce qui est bien ou mal. Il installe ce que les psychologues appellent un lien traumatique, un cycle de chaud et de froid qui maintient votre cerveau dans un état de stress permanent, cherchant désespérément à retrouver la chaleur des premiers jours. L'une des armes les plus redoutables du narcissique est le détournement cognitif, plus connu sous le nom de gaslighting. Imaginez que vous confrontiez cette personne à un mensonge évident ou à un comportement blessant. Au lieu de s'excuser, elle va retourner la situation contre vous avec un aplomb désarmant. Elle vous dira que vous êtes trop sensible, que vous avez mal compris, ou pire, que c'est vous qui avez provoqué ce comportement. Robert Greene souligne que le narcissique n'a aucune loyauté envers les faits, sa seule loyauté est envers son besoin de ne jamais avoir tort. À force de subir ces distorsions de la réalité, vous commencez à douter de vos propres perceptions. Vous perdez confiance en votre mémoire et en votre jugement. C'est exactement ce que le manipulateur recherche. Une proie désorientée est une proie facile à diriger. Greene nous propose un outil essentiel pour démasquer ces profils avant qu'il ne soit trop tard, le test de l'empathie. Pour le narcissique, l'empathie n'est qu'un outil de mimétisme, pas un ressenti réel. Pour tester quelqu'un, observez sa réaction lorsque vous traversez une période difficile qui ne le concerne pas directement. Un narcissique profond se sentira rapidement agacé par votre besoin d'attention. Il essaiera de ramener la conversation à lui, ou il minimisera votre souffrance car elle lui vole la vedette. À l'inverse, observez comment il traite les personnes qu'il considère comme inférieures à lui, comme les serveurs ou les subordonnés. S'il change de visage et devient méprisant dès qu'il n'a rien à gagner, vous avez devant vous un narcissique profond en plein exercice. Leur empathie est un interrupteur qu'ils n'allument que par intérêt. Le besoin constant d'approvisionnement narcissique est le moteur de toutes leurs actions. Greene compare cela à une drogue. Le narcissique ne peut pas générer d'estime de soi de l'intérieur, il doit donc la voler aux autres. S'il ne peut pas obtenir votre admiration, il cherchera votre peur ou votre colère. Pour lui, provoquer une émotion forte chez vous est une preuve de son pouvoir sur vous. C'est pourquoi il crée souvent des drames inutiles ou des triangles amoureux et amicaux pour générer de la jalousie. Ils ont besoin de sentir que vous vous battez pour leur attention. C'est un jeu épuisant pour la victime, mais vital pour le narcissique qui se sent exister à travers le chaos qu'il sème. Comprendre ce manuel de jeu est libérateur. Robert Greene nous explique que lorsque nous comprenons les schémas, la magie de la manipulation s'évapore. On ne voit plus un partenaire charismatique ou un patron génial, on voit un individu blessé et incomplet qui utilise des techniques de survie primitive. On cesse de se demander pourquoi il nous traite ainsi et on commence à se demander pourquoi nous acceptons de rester dans ce jeu. L'illusion commence à se dissiper, laissant place à une clarté froide mais nécessaire. Dans la prochaine partie, nous analyserons les 4 signes cliniques qui prouvent que vous êtes dans une dynamique toxique et comment la rage narcissique se manifeste lorsque vous commencez enfin à poser des limites. Vous découvrirez pourquoi votre force est précisément ce qu'ils essaient de briser. Robert Greene nous explique que pour ne plus être une victime, il faut apprendre à observer le narcissique avec la froideur d'un naturaliste étudiant une espèce dangereuse. Il identifie 4 signes cliniques, 4 piliers qui soutiennent la structure du narcissisme profond et qui, une fois réunis, forment un diagnostic sans appel. Le premier est la grandiosité. Le narcissique ne se contente pas d'être bon, il doit être exceptionnel, unique, au-dessus des lois humaines. Cette grandiosité est souvent une compensation pour un sentiment d'infériorité abyssale qu'il cache soigneusement. Il s'invente un personnage, une légende personnelle faite de succès exagérés et de relations prestigieuses. Si vous commencez à gratter le vernis de cette légende, vous verrez apparaître le deuxième pilier, le sentiment que tout lui est dû. Le narcissique est convaincu que les règles qui s'appliquent au commun des mortels ne le concernent pas. Il peut arriver en retard, briser des promesses ou ignorer vos besoins les plus basiques, car dans son esprit, son temps et ses désirs ont une valeur intrinsèquement supérieure aux vôtres. Le troisième pilier est l'absence totale de remords. C'est peut-être l'élément le plus déstabilisant pour une personne empathique.
Lorsque vous exprimez votre douleur ou que vous montrez au narcissique les conséquences de ses actes, vous vous attendez à une forme de regret, à une étincelle d'humanité. Mais chez le narcissique profond, cette étincelle est éteinte. Il ne s'excuse jamais sincèrement. S'il le fait, c'est uniquement par stratégie, pour calmer le jeu et reprendre le contrôle. Pour lui, vos larmes ne sont pas un signal de détresse, mais un inconvénient ou une tentative de manipulation de votre part. Cette inversion des rôles est systématique. Green souligne que le narcissique se voit toujours comme la victime ultime. Si vous l'accusez de vous avoir menti, il vous accusera de ne pas lui avoir fait assez confiance, vous forçant ainsi à vous excuser pour son propre crime. Le quatrième pilier, et sans doute le plus explosif, est l'hypersensibilité à la critique. C'est ici que se manifeste ce que Green appelle la rage narcissique. Puisque l'identité du narcissique est une construction fragile, la moindre remise en question est vécue comme une menace de mort symbolique. Si vous pointez du doigt une erreur, si vous riez d'une de ses faiblesses, ou si vous commencez simplement à poser des limites pour protéger votre espace, vous déclenchez une tempête. Cette rage peut prendre deux formes, une explosion de colère terrifiante destinée à vous réduire au silence, ou un retrait froid et méprisant, le fameux traitement de silence, destiné à vous faire ramper pour obtenir son pardon. Le but est le même, vous punir d'avoir osé voir derrière le rideau et vous forcer à rétablir son image de perfection. Cette dynamique crée un état de vigilance hyper accru chez la victime. Vous commencez à marcher sur des œufs, à peser chaque mot, à anticiper ses réactions pour éviter le conflit. Sans vous en rendre compte, vous avez cessé de vivre votre propre vie pour devenir le gardien de l'ego d'un autre. Votre propre lumière s'éteint pour ne pas faire de l'ombre à la sienne. Robert Greene nous avertit, cette situation est une impasse. Plus vous donnez, plus le narcissique demande. Plus vous vous sacrifiez, moins il vous respecte. Car au fond, le narcissique méprise ce qu'il peut manipuler facilement. Il vous voit comme un objet utilitaire, et on ne respecte pas un objet, on l'utilise jusqu'à ce qu'il soit cassé ou inutile. Il est crucial de comprendre que le narcissique ne s'attaque pas aux faibles par hasard. Il s'attaque souvent aux personnes fortes, empathiques et pleines de ressources, car ce sont elles qui possèdent ce qu'il n'aura jamais, une véritable vitalité intérieure. Il veut posséder votre énergie, votre joie et votre capacité à aimer, pour tenter de combler son propre vide. Mais comme ce vide est sans fond, il finira par essayer de détruire ce qu'il ne peut pas s'approprier. C'est la phase finale de la dévaluation. Dans la dernière partie de ce voyage, nous verrons comment briser ce cycle infernal. Vous apprendrez la méthode de la pierre grise pour devenir invisible à leurs yeux et comment cultiver un narcissisme sain pour ne plus jamais laisser personne éteindre votre lumière. La libération commence par une décision simple mais radicale. Cessez d'être le spectateur de leur théâtre pour redevenir l'acteur de votre propre vie. Une fois que vous avez identifié le narcissique profond dans votre vie, une vérité brutale s'impose. Vous ne pouvez pas gagner une guerre émotionnelle contre quelqu'un qui n'a pas d'émotion réelle. Essayez de lui expliquer votre douleur, c'est donner des munitions à votre ennemi. Essayez de le changer, c'est vider votre propre réservoir d'énergie dans un gouffre sans fond. Robert Greene est catégorique, la seule victoire possible est le désengagement. Mais comment se désengager quand on est lié par le travail, la famille ou une histoire commune? C'est ici qu'intervient la méthode de la pierre grise. Cette technique consiste à devenir l'objet le plus ennuyeux du monde pour le narcissique. Puisque le manipulateur se nourrit de vos réactions, de vos larmes ou de votre colère, vous devez cesser de lui fournir ce carburant. Répondez par des phrases courtes et neutres. Ne partagez plus vos joies ni vos peines. Devenez aussi plat et sans intérêt qu'une pierre grise au bord d'un chemin. Privé de sa dose de drame, le narcissique finira par se lasser et cherchera une autre proie plus réactive. Cependant, la pierre grise n'est qu'une solution temporaire. La véritable libération vient de ce que Greene appelle le développement d'un narcissisme sain. Beaucoup de victimes de manipulateurs finissent par diaboliser l'amour de soi, craignant de devenir comme leur bourreau. C'est un piège. Le narcissisme sain est votre système immunitaire psychologique. C'est ce qui vous permet de dire « Mon temps est précieux, mes besoins comptent, et je ne permettrai à personne de traiter mon esprit comme un paillasson. » Avoir un narcissisme sain, c'est avoir une opinion de soi qui ne dépend pas du regard d'autrui. Si vous avez besoin qu'un narcissique vous dise que vous êtes bon pour vous sentir bien, vous lui donnez les clés de votre prison. En construisant votre propre valeur de l'intérieur, par vos accomplissements et votre intégrité, vous devenez invisible pour les prédateurs, car ils ne trouvent plus de failles où s'insérer.
Robert Greene nous invite également à développer une empathie fonctionnelle. Contrairement à l'empathie émotionnelle qui vous fait souffrir avec l'autre, l'empathie fonctionnelle est une observation scientifique. Regardez le narcissique comme un spécimen biologique. Observez ses tactiques, notez ses cycles de colère, repérez ses tentatives de culpabilisation. En faisant cela, vous créez une distance émotionnelle. Vous n'êtes plus la victime blessée au cœur du typhon, vous êtes le météorologue qui observe la tempête de loin. Cette distance est votre bouclier. Elle vous permet de ne plus prendre ces attaques personnellement, car vous comprenez qu'elle ne parle pas de vous, mais de son propre désordre intérieur. Vous réalisez, enfin, que ces insultes sont des projections, et que ces exigences sont des cris de détresse d'un ego en train de se noyer. La fin du cycle de manipulation est souvent marquée par ce que Greene appelle le grand retrait. Le narcissique, sentant qu'il perd son emprise, tentera une dernière fois de vous détruire ou de vous récupérer par une promesse de changement spectaculaire. Ne vous laissez pas tromper. Le changement chez un narcissique profond est une illusion optique destinée à vous ramener dans la cage. La véritable clôture ne viendra pas de lui, elle ne viendra pas d'une excuse qu'il ne présentera jamais. Elle viendra de vous, le jour où vous déciderez que vous avez assez donné. Le jour où vous réaliserez que le silence est parfois la réponse la plus puissante. En conclusion, la loi du narcissisme n'est pas une condamnation, c'est une leçon sur la nature humaine. Elle nous rappelle que nous sommes les gardiens de notre propre lumière. Personne n'a le droit de s'approprier votre identité pour construire la sienne. En apprenant à identifier les signes, en posant des limites fermes et en cultivant un amour de soi inébranlable, vous devenez inattaquable. Votre vie vous appartient, vos émotions vous appartiennent, ne les laissez plus jamais être le terrain de jeu d'un manipulateur. Le chemin vers la liberté est peut-être long, mais chaque pas que vous faites loin de l'influence d'un narcissique est un pas vers la personne que vous étiez censé être avant que le monde ne vous dise qui vous deviez être. Relevez la tête, regardez le miroir avec fierté et sachez que désormais, plus personne ne pourra vous manipuler.